Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, un accès équitable au vaccin couplé d'un allègement de la dette. C'est la cause plaidée par le président de la BAD, Akinwumi Adesina, pour qui ces deux facteurs sont indispensables pour le redressement des économies africaines impactées par la pandémie de coronavirus. 1,2 milliard de francs CFA de recettes enregistrées au Gabon grâce aux tests Covid payants, recettes qui viennent en appui aux fonds qui ont été mis en place par le gouvernement pour combattre la pandémie, comme nous allons le voir dans cette édition. Et puis, l'autonomisation des femmes africaines, le combat de toute une vie, celle du docteur Aïcha Yatabari, c'est la présidente de l'association Femmes Santé Solidarité Internationale créée en 2019. Nous en discutons dans cette édition. Mais tout d'abord, le procès de deux miliciens centrafricains s'ouvre ce mardi 16 février devant la Cour pénale internationale à La Haye. Alfred Yekatom Rombot et Patrice Edouard Gaïsona sont les leaders anti-Balaka les plus importants à être jugés à ce jour et les premiers devant la CPI. Ils sont visés respectivement par 21 et 32 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis lors de la troisième guerre civile de la Centrafrique de décembre 2013 à août 2014. Parmi ces chefs d'accusation figurent des attaques intentionnellement dirigées contre la population civile, des meurtres, la déportation, le transfert forcé de population, la persécution ainsi que l'enrôlement d'enfants soldats. Patrice Edouard Gaïsona fait également face à une accusation de viol. Pas de fin à la pandémie sans un accès équitable à la vaccination. Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, en est convaincu. Il a récemment appelé à un accès équitable au vaccin anti-Covid-19 pour les Africains et à l'allègement de la dette. En ligne de mire, l'accélération de la reprise des économies africaines après la pandémie de Covid-19. Les précisions de Philomentine. Un accès équitable au vaccin anti-Covid-19 pour les Africains et l'allègement de la dette aiderait les économies d'Afrique à se redresser plus rapidement et mieux de la pandémie. Selon le président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina, ces dispositions sont indispensables au relèvement de l'Afrique. Je suis absolument convaincu que les économies africaines rebondiront au cours des 2 prochaines années. Mais la rapidité de la reprise dépendra de la possibilité pour l'Afrique d'obtenir suffisamment de vaccins pour ses populations. La Banque africaine de développement envisage axer ses efforts sur les jeunes, les femmes et les soins de santé. En collaboration avec ses partenaires, l'institution continuera à s'investir pour le redressement et le développement de l'Afrique après la pandémie, selon Adesina. Et donc, urgent aujourd'hui pour la communauté internationale, à travers le G7, de procéder à l'allègement des dettes des États africains. Si ce moratoire est obtenu, il est évident que les marges de manœuvre budgétaires des États africains seront fortement énormes pour pouvoir alors avoir accès à les vaccins. Comme tout État aujourd'hui, face à l'actualité de la pandémie à Covid-19, en vue alors d'améliorer les conditions sanitaires des populations exposées alors à cette pandémie. L'année 2020 a marqué l'économie mondiale et particulièrement celle africaine par des crises imprévisibles. Ainsi, les grands défis qui attendent les décideurs publics africains en 2021 seraient l'éradication du coronavirus, l'opérationnalisation de la ZLECAf, l'éradication de la progression du terrorisme et la gestion de la crise climatique selon les experts. Le gouvernement ivoirien a lancé un projet d'adduction d'eau pour la ville d'Abidjan. Estimé à près de 200 millions de dollars, ce projet vise à augmenter la desserte en eau potable de la ville la plus peuplée du pays. Lorita Simbo. Afin d'atteindre les 100% de taux d'accès à l'eau potable d'ici 2030, le gouvernement ivoirien a lancé un projet d'adduction d'eau pour la ville d'Abidjan. D'un montant de près de 200 millions de dollars, il vise à augmenter la desserte en eau potable de la ville la plus peuplée du pays. La mise en place d'un projet de fourniture d'eau potable à la ville d'Abidjan, ça va permettre de fournir en eau potable à la ville et sera un impact sur la santé publique des populations. Avec la mise en place et l'accès à l'eau potable, cela va permettre à des populations d'avoir un accès à une eau qui soit filtrée et donc avec un impact sur la santé publique et sur la réduction
réduction des maladies. Donc il y aura une corrélation positive entre la fourniture en eau potable et la réduction des maladies, notamment des maladies infectieuses et comme le choléra et autres types de maladies. Donc pour ma part, je pense que c'est une chose bénéfique pour la Côte d'Ivoire. D'après Laurent Tchagba, ministre ivoirien de l'hydraulique, ce projet permettra d'améliorer en quantité et en qualité l'accès à l'eau potable de près d'1,5 million d'habitants de la ville d'Abidjan. Pour ce faire, les autorités prévoient d'ajouter à la capacité de production actuelle de la ville, estimée à 640 000 m3 par jour, une production additionnelle en eau potable de 150 000 m3 par jour. Je pense que pour fournir en eau potable les autres villes, notamment auprès d'Abidjan, il faudra mettre en place de nouveaux projets ou faire des appels à sollicitation de projets ou des appels à fonds afin d'avoir un fonds nécessaire pour vraiment alimenter les autres villes, car il ne suffit pas simplement de développer Abidjan et de leur fournir en eau. Il faut aussi voir les autres grandes villes comme Bouaké et autres villes de la Côte d'Ivoire afin de leur fournir en eau pour qu'il y ait un équilibre dans la fourniture des services publics. Notons que cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie Eau pour tous, lancée en 2017 par le gouvernement ivoirien pour atteindre un taux d'accès à l'eau potable de 100% sur toute l'étendue du territoire national. D'après les autorités du pays, la demande en eau potable de la ville d'Abidjan devrait atteindre 860 000 m3 par jour à l'horizon 2025 et grimper à 1,1 million de m3 par jour en 2030. En avril 2020, le Gabon a adopté un plan de riposte de 250 milliards de francs CFA contre la Covid-19. Plan que l'exécutif parvient en partie à financer grâce aux tests Covid payants. Le gouvernement gabonais a en effet engrangé des recettes évaluées à 1,2 milliard de francs CFA grâce à ces tests. Enveloppe qui permettra au pays de subvenir aux besoins des soldats de la santé en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. Joël Maribalo. Alors que le Gabon fait face à la seconde vague de la pandémie, la réalisation des tests de dépistage de Covid-19 payants a rapporté au pays 1,2 milliard de francs CFA. Selon le ministre de la Santé publique, Guy Patrick Obiandong, cette enveloppe permettra d'effectuer l'achat des tests antigéniques et de quelques intrants nécessaires au fonctionnement des laboratoires. Cette somme que le gouvernement a eue à travers des tests payants pourra certainement permettre aux autorités gabonaises à planifier l'acquisition des premières doses de vaccins et à organiser déjà une stratégie d'immunisation des populations qui sont en front line, notamment les médecins ou des acteurs sociaux travaillant dans la sensibilisation ou dans les mobilisations populaires contre la Covid-19. Les tests Covid-19 au Gabon sont depuis octobre 2020 payants à raison de 5 000 francs CFA pour les tests ordinaires et 20 000 francs CFA pour le test d'urgence. Avec le nombre de cas croissants, les tests RT-PCR de la Covid-19 coûtent actuellement 20 000 francs CFA aux voyageurs. Grâce à ce processus, le gouvernement fait d'une pierre deux coups, lutter contre l'évolution de la pandémie et relever son économie. En réalité, la facture des tests Covid-19 était devenue salée pour le gouvernement, raison pour laquelle le test est passé de gratuit au payant. Vous vous rappelez, seulement en 7 mois, le gouvernement avait dépensé plus de 589,3 millions de francs CFA, hormis les frais de transport des consommables des tests. Et du coup, c'était devenu insupportable pour le gouvernement de continuer à supporter les tests et les rendre gratuits. En octobre 2020, le Gabon a réalisé plus de 210 000 tests gratuits de dépistage à la Covid-19, évalués à plus de 589,3 millions de francs CFA. Il est donc opportun pour les autorités locales de rentabiliser les tests Covid-19 afin de renflouer les caisses de l'État pour contrer l'expansion de la pandémie dans le pays. Rappelons qu'en avril 2020, le Gabon avait adopté un plan de riposte de 250 milliards de francs CFA destiné à aider les entreprises en difficulté de trésorerie et à soutenir l'économie du pays fragilisée par la crise sanitaire. En Afrique, plus qu'ailleurs, les femmes restent encore trop souvent dépendantes des hommes. Seule une plus grande autonomie leur permettra de s'accomplir tout en prenant toute leur place dans le développement économique du continent. Surtout que d'aucuns s'accordent à dire que le développement de l'Afrique passera par l'émancipation des femmes. C'est un idéal que défend le docteur Aïcha Yatabari, présidente de l'association Femmes Santé Solidarité Internationale. Bonsoir Madame Yatabari, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors, Madame Yatabari, vous êtes une grande militante de la cause féminine avec plusieurs initiatives et des ouvrages à votre actif. Dans quel but avez-vous créé l'association Femmes Santé Solidarité Internationale? Merci. L'association s'inscrit dans une action que nous avons initiée depuis près de 10 ans avec des reportages sur l'excision que j'ai eu à réaliser avec l'OMS Mali, avec, comme vous l'avez dit, des écrits, des articles scientifiques et des ouvrages littéraires sur la cause des femmes. Mais l'association a été créée parce que nous voulions être plus concrets. Nous voulions poser des actions pour les droits des femmes et pour une meilleure implication des femmes dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Alors, comment garantir l'autonomisation des femmes, justement, leur implication dans l'atteinte des objectifs? C'est une bonne question. Ça me permet de rebondir sur le prix littéraire qui a été créé par l'association, qui a été lancé cette année et qui a pour jury des hommes de lettres, des hommes de culture, des écrivains, qui a un jury international qui est destiné à primer des jeunes de 15 à 35 ans qui n'ont jamais été publiés pour des nouvelles sur la question de la condition de la femme, sur la question surtout des violences faites aux femmes. En termes de violences faites aux femmes, on peut parler de l'excision, on peut parler du mariage forcé, on peut parler des violences physiques. La violence conjugale, c'est quelque chose, c'est une thématique qui est au premier plan. Ici en France, ça ne concerne pas que l'Afrique. Donc ce que nous avons voulu, c'est sensibiliser les jeunes du monde entier, pas seulement les jeunes Africains, les jeunes garçons, les jeunes hommes comme les jeunes femmes, sur cette question des violences faites aux femmes à travers cet écrit qui va... donc les 10 premiers lauréats vont être publiés dans un ouvrage collectif qui va être distribué en France et par une maison d'édition au Mali, à Bamako. Donc la première des choses que nous avons voulu faire, c'est d'attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur cette question des femmes, des violences qui leur sont faites et aussi de leur meilleure implication, comme je disais, dans l'atteinte des ODD, parce que les femmes, quand on parle d'ODD, on parle forcément d'agriculture, on parle d'accès à l'eau potable, on parle d'accès à l'énergie, et les femmes sont au cœur de cette dynamique-là. Alors, 2030 marquera la fin de la réalisation des objectifs du millénaire fixés par les Nations Unies. Est-ce que vous pensez que le continent sera parvenu à relever les défis auxquels il fait face? Il y a beaucoup de dynamiques qui sont en cours et je pense que cela ne pourra se faire sans la perspective genre. On parle de plus en plus d'équilibre entre hommes et femmes dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Les femmes doivent être mises au cœur des questions d'agriculture, parce que vous savez que la plupart des travailleurs agricoles dans le monde, ce sont des femmes. Oui, et ce sont les populations les plus vulnérables et les moins résilientes. Donc on ne peut pas laisser de côté la moitié de l'humanité et prétendre atteindre ces objectifs, ces ODD qui sont très ambitieux. Sans s'occuper des femmes. Sans s'occuper des femmes. Est-ce que votre organisation aujourd'hui travaille avec des gouvernements? Pas pour le moment, mais nous avons... Est-ce que c'est un objectif? C'est un objectif. C'est un objectif parce que nous voulons mener une action pluridisciplinaire qui ne concernera pas que la santé, qui ne concernera pas que le volet économique et il y a aussi le volet environnemental. Et vous savez, maintenant, le développement répond à une dynamique holistique. On ne peut pas parler de développement en agissant par secteur. Il faut une action transversale, systémique et intégrée. Et nous sommes ouverts au partenariat public, privé, et aussi avec des acteurs qui ne sont pas forcément traditionnels. Comme je vous ai dit, nous avons voulu créer une véritable synergie de plusieurs domaines, comme par exemple la culture, la santé et aussi le développement. Oui, alors vous œuvrez pour la condition féminine depuis des années. Comment est-ce que vous pouvez apprécier l'évolution justement de la place de la femme africaine dans la société? Mais là, je suis ravie d'avoir face à moi une jeune femme journaliste brillante. Merci. Et je pense que au niveau de l'éducation, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la scolarisation des filles à travers la discrimination positive. Et ici en France, c'est parce que l'association elle est basée en France, il y a beaucoup d'actions qui sont menées contre les violences faites aux femmes. On a eu le Grenelle sur cette question. Et je vois que les chiffres ont reculé parce qu'en 2019, il y avait eu 146 femmes tuées par leurs partenaires. Et en 2020, il y a eu 90 femmes. C'est ce que le ministre de la Justice a annoncé. Et il y a aussi, comme je disais à l'occasion de la COP25,
il y a eu l'adoption du plan d'action pour l'égalité hommes-femmes, qui a été, la COP25 ça a été une montagne qui a accouché d'une souris, mais au moins, le point positif, ça a été l'adoption de ce plan ambitieux pour une meilleure implication des femmes, comme je disais, dans l'atteinte des ODD, en termes de financement, en termes de renforcement des capacités et en termes de politique générale pour que les femmes puissent accéder à des postes de décision. Et justement, vous demandez comment est-ce que le gouvernement peut aider à parfaire cette action-là que vous menez. Au niveau législatif, nous avons fait pas mal de plaidoyers, par exemple pour la sécurité foncière des femmes. Il y a des lois qui doivent être votées et aussi il faut une véritable politique de développement durable adoptant la perspective genre. Et il faut aussi que les politiques en matière de genre intègrent aussi cette dimension de développement durable. Donc, comme je disais, les gouvernements doivent mener des actions multisectorielles et ne pas cloisonner les efforts ne pas mener les efforts de façon cloisonnée. Merci beaucoup, Madame Yatabari, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.